Bienvenue, Talaq Akdim. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes économiste, Exactement. avec comme spécialité le développement des territoires, Tout à fait. et que vous êtes également chroniqueur au site info Analyse. C'est bien ça? Exactement. Et que quand j'ai parcouru votre CV, en préparant l'émission, je me suis dit, mais waouh, est-ce qu'il n'a pas été shortlisté pour faire partie du nouveau gouvernement? Parce que vous avez un CV qui est blindé. Plus ou moins. Non. Je n'ai pas de souhait d'aller faire du politique. Je préfère être un chercheur, rester Ouais. ou être consultant, plutôt que d'être dans le gouvernement. En tout cas, avant de démarrer le débat, je suis doublement content aujourd'hui de vous recevoir, de recevoir Merci. un jeune citoyen marocain engagé, économiste, enseignant-chercheur, qui n'est pas forcément connu de l'espace public, mais ce n'est pas non plus votre desiderata. Voilà, mais c'est important, en tout cas pour l'info en face aussi, de s'ouvrir sur les nouvelles générations et ce nouveau Maroc qui est en train de se dessiner et de se construire. Surtout merci d'avoir donné justement cette voix à la jeunesse. Je peux peut-être représenter, au moins dans tout ce qui est recherche. Voilà, merci beaucoup. Ben, c'est avec plaisir. On démarre donc, vous n'avez pas été nommé ministre donc hier, dans le Non. nouveau gouvernement, mais vous avez choisi l'info en face. Tout à fait. Voilà, donc vous en pensez quoi de ce nouvel exécutif, nouveau gouvernement? Alors déjà, il arrive dans un moment assez particulier. D'abord parce qu'on est à 1 an et quelques mois du 2021. C'est en fait Le des big élections. rendez-vous, élections législatives, régionales. Tout à fait. Ouais. Et donc c'est un remaniement appelé à être, à faire, en fait, rejoindre un peu les nouvelles compétences, surtout avec les quelques, en fait, dans le nombre, c'est quelques femmes, nouvelles femmes qui se sont 4 femmes. 4 femmes, mais Ouais. les nouvelles, c'est que 2. Ouais. C'est que 2, une ministre de Tourisme et une autre de l'aménagement du territoire. Ouais. Et puis, un jeune, je pense, ou 2. Un jeune qui est à la tête du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Voilà. Qui, on reviendra aussi dans le détail, mais vous, en tant que e-citoyen, vous avez une trentaine d'années, vous êtes connecté comme tous les jeunes de votre génération. Tout à fait. Parce que sur les réseaux sociaux, hier, ce gouvernement a été accueilli avec un accueil assez mitigé. Tout ça pour ça. Ça fait 70 jours qu'on attend et voilà ce qu'ils nous ont pondu. Est-ce que voilà votre sentiment, vous, là-dessus? En tout cas, le remaniement reste toujours quelque chose de... En fait, on fait bouger un petit peu. C'est comme le puzzle. On fait bouger les ministères. Ouais. On fait... Parce que là, il y a un regroupement par réduire, pôle. Ouais. regroupement Il y avait par beaucoup pôle, d'attentes, réduire. beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a quand même des limites par rapport à ça. Déjà parce que le temps en fait, du politique reste quand même assez court. Et puis en même temps, il y a... Ce qui est intéressant, c'est l'avènement de nouveaux technocrates au sein du gouvernement. Par rapport aux réseaux sociaux, je pense qu'il y a toujours, c'est toujours pris avec beaucoup beaucoup d'humeur, d'humour, je dirais, moins d'intérêt, je dirais. C'est pas à la forcément politique. construit et réfléchi, ce que vous voulez dire, les réactions. Voilà. C'est très spontané. Oui, d'une manière Hein. très spontanée pour en fait dire que, alors surtout les femmes qui ont été un peu derrière, Oui. derrière Ouais. la photo, voilà. Donc ça C'est- reste quand même assez Mhm. plus d'humour qu'autre chose. Donc, et puis c'est un instantané. Mais globalement, vous, sur le fait que, parce que là, j'ai vu ici, il y a 22 ministres qui sont partis, Tout à parce qu'il y avait 39 ministres dans l'ancien gouvernement. Là, ils sont plus que 24, Tout à fait. avec 6 nouveaux entrants. Voilà. Et donc, 4 femmes. Voilà. Donc, Plus de secrétaire d'État. plus de secrétariat d'État. Voilà. Alors la réflexion que Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que peut-être Abdim, mieux ça parce veut que dire, la voilà, gestion- là, on a le bon exécutif qui va pouvoir travailler, qui va pouvoir bosser, Oui. parce qu'ils seront moins nombreux, et donc avec des pôles aussi qui ont été regroupés dans son sein, l'économie et les finances avec la réforme avec l'administration, Tout à fait. entre autres, voilà. De se dire, voilà, est-ce que tout ça, ça va certainement, ça va apporter être beaucoup plus plus- d'efficience dans les politiques Voilà. publiques? Peut-être plus d'efficience par rapport aux résultats, parce qu'on va aller plus vite, puisqu'on est... Enfin, en tout cas, on est censé aller beaucoup oui, plus vite. Oui, mais ça n'empêche que la gestion en fait, des affaires publiques, quand on est dans un ministère, est une chose qui n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est un bon médecin ou un bon enseignant qui est, par exemple, dans l'enseignement ou dans la santé, qu'on va gérer comme il faut. T'as la Takdim est en train de dire, parce que le nouveau ministre de la Santé est un médecin. Oui, Est-ce que ancien directeur du CHU de Fès, par exemple? oui. En fait, je ne Mais- dis rien, j'avance Mais c'est pas parce qu'on a été médecin, c'est pas parce qu'on a dirigé un CHU qu'on va être automatiquement un bon ministre de la Santé, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on a déjà eu l'exemple de Selouardé. C'est parce que en fait, ils sont des gens compétents. C'est de la compétence dans leur domaine. Mais en fait, la gestion des affaires publiques
surtout dans des axes prioritaires de l'État comme la santé, comme l'enseignement, comme tout ce qui est affaires sociales. Et ça demande en fait de la gestion dans l'immédiat. Et ce n'est pas toujours évident. Il faut bien sûr une expérience politique. Une bonne connaissance des rouages. Tout à fait. Mais je rappelle, si Khaled El Talab avait rejoint le ministère de la Santé en tant que secrétaire général adjoint suite au départ du secrétaire général pour une histoire, voilà, qu'il aurait en tout cas qui est actuellement sous le. C'est important de le dire parce que c'est une question d'éthique. Quand on fait de politique, il faut avoir un peu d'éthique. On est toujours confronté au public. Et donc, il faut en faire en quelque sorte, il faut avoir un peu de l'éthique dans la politique. Donc, Saïd Hamzazi, maintenu au niveau du ministère de l'Éducation. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir, parce que je rappelle que vous êtes économiste, donc l'angle un petit peu économico-financier, d'avoir une financière qui soit femme à la tête du ministère du Tourisme pour le redressement du secteur? Au contraire, je pense que ça va être une bonne chose. Ah! Oui, parce que le secteur du tourisme au Maroc, il a besoin d'être repensé, réellement. Avec tout le secteur touristique. D'un point de vue financier. Je pense avec sa casquette de financier, peut-être qu'elle aurait un regard beaucoup plus prospectif sur tout ce qui a été fait, les plans sectoriels, dans quelle mesure, par exemple, le Brazur a avancé ou pas, la révision 2020, il faut un peu revoir un peu tout ça. On est à quelques mois de 2020, donc je pense que c'est une bonne chose quelque part. Et puis, voilà. Et Mohamed Ben Chaboun, parce qu'on va aller sur le terrain économique tout de suite. Maintien de Mohamed Ben Chaboun à la tête du ministère de l'économie, des finances, et on lui a rajouté l'administration et la réforme de l'administration. Voilà. Oui. Est-ce que ça a du sens ou pas, selon vous? Je ne sais pas trop, sincèrement. Mais en fait, la réforme de l'administration, c'est sur tous les ministères. Oui. Donc, être attaché. Parce que jusqu'à présent, on avait un ministre en charge de la réforme de l'administration et de la moralisation de la vie publique, qui est devenu d'ailleurs ministre de la Justice. Est-ce que le fait d'avoir confié et de confier la réforme de l'administration et de le rattacher au ministère de l'économie et des finances, ça a aussi un sens et peut-être précurseur aussi d'une réforme de l'État? Si j'étais un président de gouvernement, j'aurais plus l'attaché au gouvernement, au secrétaire de gouvernement, plutôt que au ministère de Finances. Parce qu'il s'agit de réfléchir sur l'État dans son ensemble. L'État dans son ensemble, voilà. Qu'on puisse infléchir un peu le regard plus sur les finances, voilà. En fait, c'est comme si on donne plus d'importance à certains ministères que d'autres, quelque part. Mais peut-être qu'il y a une autre vision, un autre regard, une autre manière de voir les choses. Je ne sais pas comment le président gouvernement voit ça avec tout le celui qui gère les deniers de l'État, c'est le ministre de l'économie et des finances. La réforme de l'administration, elle a commencé à être menée sur le changement du statut des fonctionnaires. Et puis elle va être certainement poursuivie dans les prochaines semaines, donc avec un angle aussi peut-être économique et financier pour l'État, parce que c'est un véritable enjeu. La maîtrise de la masse salariale, l'investissement public qui soit plus impactant, et avec une rentabilité. Oui, tout à fait. Cette fameuse dépense de fonctionnement que l'État toujours paye lourdement et coûte très lourdement justement au budget général de l'État. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Tout dépend en fait du leadership. A priori, ça a été fait dans cette visée. Certainement, ça pourrait être une bonne chose. Ça dépend du leadership du ministre. Et en l'occurrence, c'est Mohamed Ben Chaboun qui a été reconduit. Ce qui va nous amener à parler du projet de loi de finances 2020, tout à fait. Qui a été présenté 24 heures avant que soit dévoilé le nouvel exécutif. Exactement. Projet de loi de finances 2020, vous en pensez quoi, vous, par rapport déjà à ce qui a été plus ou moins annoncé pour le moment? Je pense que certaines questions vont être reconduites à partir de ce qui a été fait en 2019. La question de l'éducation, la réforme de l'éducation, avec tout le travail qui a été fait sur la loi cadre, etc., de la réforme de l'éducation. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est aussi la question de la fameuse question de la réduction des disparités territoriales au sein des régions. Vous savez, il y a des régions qui ont plus d'importance que d'autres, par leur situation géographique, mais aussi de par les financements, les investissements qui sont plus importants que dans d'autres régions. Je parle en l'occurrence de Rabat Salé Kenitra, Tanger Tétouan et Casablanca Stade. Vous parlez de 50% du PIB national. Voilà, c'est 58% du PIB et 44% de la population nationale. Mais en fait, quand on pense à la justice spatiale et territoriale, il faut aller vers une allocation des ressources vers d'autres régions, parce que d'autres régions aussi méritent. Allocation de l'État. Tout à fait. De l'argent public. Tout
tout à fait, mérite d'être aussi déployé parce qu'il y a des ressources très importantes. On parle de la culture, on peut développer toute une industrie de la culture pour justement financer, trouver d'autres financements pour les régions. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de ressources au sein de d'autres régions. Maintenant, il faut revoir un peu ça, peut-être dans la troisième partie. Mais par rapport au projet de loi de finances, ce qui a déjà été annoncé, c'est en termes de projection de croissance, on serait sur le même niveau de croissance qu'en 2018 à un point près. Voilà. 1,9. 0,1 point d'ailleurs, oui. 2,8, 2,9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour vous en tant qu'économiste, en fait, les secteurs économiques devraient en fait être repensés, être réfléchis, parce qu'en fait, on n'a encore défini une vocation de l'économie du pays. Exactement, on ne sait pas ce qu'on veut. Est-ce que c'est un pays qui est peut-être, il n'est pas un pays industrialisé en tout cas, on voit l'industrialisation. Et puis c'est un pays de low cost, c'est-à-dire en fait on vient de sous-traitance, ce qui est industriel. Et puis c'est un pays qui n'arrive pas à décoller au niveau du tourisme. Il y a toujours des problèmes, beaucoup de problèmes de gouvernance. Des fois les facteurs exogènes d'ailleurs qui plombent le secteur. Les facteurs exogènes, les dettes extérieures, etc. Tout cela impacte. Et puis le fameux facteur, le secteur agricole, c'est-à-dire en fait qui est plus lié à la dépendance justement du Maroc. De la pluie et puis de la pluviométrie. Donc on en est toujours un petit peu là. Mais le fait que pour l'instant en tout cas il n'y ait pas de recommandations qui soient visibles dans le projet de loi de finances 2020 suite aux assises de la fiscalité, parce qu'il y a eu le 3-4 mai dernier, vous vous rappelez les assises, vous avez suivi ça de près. Oui. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'informations visibles, en tout cas sur le projet de loi de finances 2020, qui doit être débattu la semaine prochaine au Parlement et déposé le 20 octobre prochain. Donc, oui, est-ce que ça vous... 23, je pense. Ouais. On ne sait pas encore ce qui va se passer en réalité. Sur le terrain fiscal, on ne sait pas. Sur le terrain fiscal, parce qu'on n'a pas de données, en tout cas. Au ministère, peut-être, ils sont en train de... Mais je pense qu'il y aurait des changements, en fait, certainement, au niveau, au niveau des impositions fiscales. Surtout qu'on est en train de revoir un peu on est en train de reconstruire les centres régionaux d'investissement avec tout le problème que ça a été posé. Pour simplifier l'acte d'investir. Tout à fait. Je pense qu'il y a certainement des changements. Vous qui êtes spécialisé dans le développement des territoires, est-ce que pour vous, il serait important aussi de mettre en place une fiscalité régionale ? Parce que quand on parle de l'IS, on parle de l'IR, de la TVA, c'est les impôts directs et indirects au niveau national. Mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, au-delà de mobiliser 13 ou 14 milliards de dirhams pour accompagner toute la stratégie en matière de régionalisation, parce que ça a été mentionné et présenté devant le souverain, dans le cadre du projet de loi de finances 2020, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi de penser et plancher sur une fiscalité à la carte, mais qui soit régionale ? Tout à fait, parce que la manière dont on va imposer, par exemple, certaines entreprises qui s'installent dans la région de Talat Safilat ou la région de Goulmim ou Adnoun n'est pas la même que celle de Casablanca-Stade. Si nous visons vraiment à développer nos régions, il faut d'autres impôts. En fait, il faut imposer une fiscalité adaptée aux régions, en quelque sorte. Maintenant, comment on doit faire ça ? C'est tous les outils, tous les rouages, en fait, tout ce qui doit se faire au niveau des régions. Maintenant, est-ce qu'on a les compétences nécessaires pour faire ça ? Parce qu'il faut revoir en fait la loi cadre. Quand vous dites les compétences, c'est quoi ? Les compétences politiques, les compétences... Oui, toutes les compétences administratives. Financières aussi, administratives. Oui. Maintenant, peut-être qu'au niveau des impôts, il y a un travail énorme qui se fait. Et tout dépend de ce que va nous dire la loi, un projet de loi de finances. Après, est-ce qu'on est en train de penser ça ? Certainement, avec toutes les chartes, là, notamment celle de déconcentration, on est en train de penser à ça. Et la nouvelle charte de l'investissement aussi. Voilà, tout à fait. Ouais. On est en train de penser à ça, mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas arriver aussi. C'est-à-dire prendre du temps. Pour vous, ça va être... En fait, puisqu'il faut donner déjà des financements aux régions, c'est-à-dire les préparer aux investissements, et puis leur donner des vocations, puis après voir ce qu'on peut faire au niveau de la fiscalité. Et en même temps, au niveau central, on fait converger les politiques publiques, économiques, au niveau des secteurs, par secteur et par région. C'est ça aussi. C'est ce que fait l'aménagement du territoire. C'est ce que fait la direction de l'aménagement du territoire. C'est un défi énorme, parce qu'en fait, dans les mêmes régions, on doit revoir en fait la manière dont on pense les politiques sectorielles pour les territorialiser. J'insiste beaucoup sur ce point-là avec vous, parce que effectivement, vous êtes un économiste, deux spécialisé dans le développement des territoires, et trois, surtout que Mohamed Ben Chaboun a insisté sur un point, c'est de trouver des nouvelles sources de financement et de se montrer innovant et imaginatif. Oui. Donc voilà. Donc je me dis, c'est aussi, est-ce que le terreau le terreau fertile, il est dans les régions, dans les territoires, et que les nouveaux relais de croissance, en fait, ils sont là. Ils ne sont pas forcément à l'extérieur du pays. Je vais vous dire une chose à laquelle j'ai une conviction particulière. D'abord parce que je fais beaucoup de terrain et je sais ce qui se passe dans certaines régions. En tout cas, pas tous, mais certains.
D'abord, il faut remettre à niveau, il faut une mise à niveau de tous les territoires. Il y a des problèmes d'infrastructure encore aussi importantes. L'investisseur, s'il va choisir de travailler dans la région de Raad Safilat, s'il n'arrive pas à avoir des infrastructures aussi assez... Routes, autoroutes, Oui, ports, aéroports. tout à fait. Les mettre à niveau, par exemple aux aéroports, les mettre à niveau certaines routes aussi, c'est un problème qui est quand même assez... qui se pose encore. Mais c'est un problème qui se pose, c'est-à-dire au niveau du financement? Certes, ça dépend des régions. Il y a certaines qui sont en avance, d'autres non. C'est certainement des financements. Et puis, puisqu'on n'arrive pas encore à allouer ces financements à certaines régions, parce que certaines ne sont pas encore bien organisées, bien structurées, et donc l'État reste encore elle attend comment ça va se passer. Donc, les acteurs attendent aussi l'État. Donc, il faut encore une certaine coordination, une certaine communication entre les acteurs pour que ça puisse se faire dans le plus bref possible. Mais en même temps, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et il y a pas, et aussi peut-être trouver des partenariats publics-privés, parce que l'État ne pourra pas tout financer, ne pourra pas financer tout le développement, ne serait-ce qu'une infrastructure de toutes les régions. Donc est-ce que là, il y a un modèle aussi, un écosystème, un modèle économique aussi à trouver très rapidement? Certainement, oui. Parce que en fait, là, si nous cherchons un modèle, il faut d'abord justement mettre à niveau toutes ces régions-là, au niveau des infrastructures. 1. 2. Après, passer au travail de coordination. Et puis, comment justement chercher ça? Les partenariats publics-privés, ce sont importants, mais en fait, il faut revoir leur manière avec laquelle ils travaillent. C'est-à-dire, en fait, revoir un peu les conventions, comment ils se font. Et puis, penser aussi, une fois que les régions sont sur la voie d'autonomisation, penser aussi aux coopérations décentralisées, qui peuvent très bien marcher. Et puis, penser aussi, par la suite, à l'autofinancement des régions aussi. L'autofinancement. Oui, une fois qu'on est dans un stade assez avancé de la régionalisation. Mais bon, ça c'est par différentes strates. Bien mais sûr. pour vous, le développement des territoires, c'est les futurs relais de croissance de notre économie nationale. Certainement, oui, certainement. Parce qu'en fait, il y a certains territoires qui ne sont pas encore assez... En fait, on n'en a pas encore... je dirais pas... Je n'aime pas trop le mot exploiter. On n'en a pas encore profité. Tirer profit en tout cas. Tirer profit de ces territoires. On travaille avec les acteurs au niveau endogène. De toute façon, vous avez fait référence à l'heure, 58% du PIB est concentré sur 3 régions. Ça veut dire qu'il y a tout un potentiel non exploité dans 9 régions. Au moins. Tout à fait. Donc, et puis, ouais. Donc, ce qui va nous amener aussi à parler du nouveau modèle de développement. Oui. Je sais que vous y intéressez beaucoup, vous avez beaucoup écrit là-dessus. Et donc, les territoires, nouveau modèle de développement, il y a un lien cognitif, j'ai envie de dire. Certainement, un lien politique, économique, culturel, parce qu'aujourd'hui, quand on dit nouveau, c'est que modèle de développement, c'est qu'il faut tout un travail de paradigme. C'est-à-dire, en fait, au niveau du choix de l'État, aujourd'hui, elle doit, peut-être on va voir ça avec la Commission royale, c'est-à-dire comment l'État se projette dans l'avenir. C'est-à-dire, en fait, en quelque sorte, le nouveau modèle, c'est en fait tout le travail de prospective qui doit se faire au niveau des grandes orientations de l'État au niveau de l'économie, des grandes orientations de l'État au niveau tout ce qui est des questions sociales, comment elle voit les cultures au sein du pays. Et là, les questions sociales, comment mettre en place, on a tant de besoins en matière de financement. Oui. Comment financer les politiques sociales, c'est ça? Tout à fait, oui. À l'horizon 2020, 2025, 2030. Surtout quand on voit un peu le coût du budget du dialogue social aussi. 14 milliards. C'est quand même 6 milliards qui ont pesé sur les finances de cette année. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau économique aussi, parce que je reviens avec vous sur les questions économiques, il faudra produire beaucoup plus. Produire beaucoup plus et être dans l'innovation. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une économie verte. Et surtout, on est dans la voie de l'économie, on est en train de numériser un peu l'économie. Tout le travail qui doit se faire, justement, sur comment reconduire l'économie vers des productions beaucoup plus, en fait, destinées à faire de la région de véritables, en fait... des poumons verts. Voilà. En fait, on pourrait travailler sur l'économie verte. Mais le problème qui se pose, par exemple, si on veut, par exemple, gérer tout ce qui est la gestion des déchets et tout ça, c'est surtout, on revient au même problème, le financement. Oui, le financement, mais d'avoir une vraie vision, d'avoir un vrai projet. Ouais. Et moi, ma question, c'est que, vous le savez comment, on a un taux de chômage extrêmement élevé, y compris chez les jeunes, et y compris chez les jeunes d'ailleurs qui vivent en périphérie des villes, parce que c'est un jeune sur 4 n'a pas d'emploi. Donc on a une pression aussi sociale, et c'est pas ceux qui demandent un emploi. On a une économie, une productivité où soit produit pas suffisamment, des investisseurs privés qui attendent souvent et qui ont les yeux rivés sur la commande publique. Est-ce que tous ces enjeux-là, en fait, se posent dans le cas de ce nouveau modèle de développement économique? Oui, certainement. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut que l'État agisse par priorité. On ne peut pas faire tout ça en même temps.
et les acteurs aussi. Donc, si on veut agir par exemple, sur le taux de chômage, sur le problème de l'emploi... Avoir une politique économique et une vision efficiente pour réduire progressivement le taux de chômage. Tout à fait. Donc cela se projette en fait dans l'avenir et il faut une véritable de politiques qui ne sont pas structurantes et qui durent dans le temps. Le problème qu'on a aujourd'hui au Maroc, c'est qu'on est souvent dans des ruptures à cause du politique, quelque part. Et donc, aujourd'hui, si on veut corriger les problématiques de l'emploi, vous avez dit 1 jeune sur 4, c'est que déjà, il faut trouver de véritables leviers aujourd'hui pour atteindre en fait le secteur privé. C'est aussi un secteur qui doit aujourd'hui être repensé parce qu'il joue un rôle très important dans l'absorption du chômage. Et pour le faire, il faut véritablement retrouver en fait d'autres mécanismes pour encore reconduire en fait ce secteur-là vers d'autres investissements et surtout le solidifier. Parce qu'on voit très bien aussi que ce qui pourrait se dessiner dans le cadre de ce nouveau modèle de développement, c'est un désengagement progressif de l'État dans l'investissement en général, donc avec un secteur privé qui devrait prendre le relais. Oui. Mais là, il y a des incertitudes aussi avec beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que le secteur privé est en capacité d'eux et surtout est-ce que le secteur privé a envie d'eux? Oui, certainement. Donc il faut. Est-ce que c'est la carotte fiscale qui doit fonctionner? Oui. Oui, je veux dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut un débat national sur la question. Or, quand on part dans les régions, quand on discute, il n'y a pas encore un vrai débat national sur la question. C'est-à-dire il n'est pas encore pris en quelque sorte au sérieux. C'est-à-dire en fait, pas dans la foi. La région se dit oui, à Casablanca et Rabat, ça blablate. Oui. C'est ça en fait, c'est tout. Oui. Il n'y a pas de vrai sujet, de vrai débat ouvert. Débat ouvert dans toutes les régions, comme ce qui a été fait en fait avec le débat national sur l'aménagement de territoire, en quelque sorte. C'est-à-dire de vrais débats dans toutes les régions, avec tous les acteurs, les jeunes, la femme, la question de la femme, tout ça, il devrait y avoir de bouleversement, de réflexion assez profonde sur la question, parce que c'est aussi très complexe. C'est aussi complexe. Très complexe, pourquoi c'est très complexe? Parce que est-ce qu'il y a des contraintes culturelles, il y a des contraintes d'abord le secteur humaines, le secteur privé, vous parlez de quoi dans le secteur privé? Vous parlez de la PME? De la grande entreprise. Oui, je parle. La PME essentiellement parce qu'ils sont majoritaires. C'est elle qui tire. Dans quel secteur aussi? Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est très complexe. Si nous parlons du secteur, c'est pour ça que j'ai dit il faut encore des vocations. Il faut définir des vocations aux régions pour dire voilà, dans certaines régions, voilà le secteur qui tient les mécanismes en fait de l'économie locale. On n'a pas encore ça. Est-ce que ça c'est pas le job d'organisation comme la CGM? Oui, et d'autres. Entre autres. Entre autres, certainement. Tu dois faire ce travail-là, parce que ça va être sur les tablettes il y a Moulhaf El Alami aussi qui a été reconduit en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie. Tout à fait. Et de l'économie verte et de l'économie numérique, les deux d'ailleurs. Ah, oui. Est-ce que là aussi, est-ce que vous l'attendez pas aussi là-dessus, sur le développement industriel, économique, commercial au niveau des territoires? Parce que est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas vers là qu'il faut faire l'effort là? Certainement, là, quand on voit un peu le titre des ministères, comment ils sont développés, on comprend un peu la vocation envers laquelle on va travailler. Mais après, toujours est-il que, est-ce qu'on a encore pensé justement, est-ce qu'on a encore ouvrir ce débat pour définir ces orientations? Vous insistez beaucoup sur ouvrir les débats. Les débats. En fait, on n'arrive pas à ouvrir les débats. On n'est pas en capacité d'ouvrir les débats. Vous attendez que ce nouveau gouvernement ouvre les débats aujourd'hui pour que chacun se les approprie? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, la CGM vient faire ses assises sur le modèle de développement, toute seule. Après, il y a aussi tout ce qui est ONG et associations. Après, ce n'est pas comme ça en fait qu'il faut travailler. Quand je dis les débats, c'est faire converger tout le monde, faire s'asseoir tout le monde, c'est-à-dire plusieurs couleurs, plusieurs appartenances et travailler ensemble. C'est ça, en fait, en quelque sorte. C'est une question d'organisation. Quand je dis un débat ouvert, c'est autour de ça. Donc, ça ne se fait pas encore. Ça se fait encore par bloc. Par bloc, parce que c'est quoi? Il nous faudrait un Edgar Morin, un Thomas Piketty qui viennent nous dire un petit peu ce qu'on doit faire. Ben oui, parce que chaque fois moi je vois un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est des personnes inspirantes. Et peut-être, est-ce qu'on a besoin aussi aujourd'hui réellement de personnes inspirantes? Oui, mais aussi pour revoir toutes nos organisations productives. Le modèle doit être marocain. Le modèle doit être marocain. Oui. D'ailleurs, le chef de l'État a insisté là-dessus. Oui, il doit être marocain. S'il est marocain, ça veut dire qu'il doit être dans les territoires, il doit être dans nos espaces, tout à fait. Il doit être chez nous. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais aller dans mon village, je veux que les gens, que la population parle de ça. Et qu'ils se sentent aussi investis de ça.
C'est Alors pas le cas. que ce n'est pas le cas. Vous êtes Toujours- originaire de quelle région? C'est pas indiscret. C'est entre Etbaha et Zafraouz, donc c'est la région qui s'appelle Isegn. C'est pas l'Isegn du Rif, mais c'est l'Isegn du Souss Massa. D'accord. Et les personnes, Écoutez, les citoyens ne parlent pas de développement local, développement des territoires, les enjeux, les gens le nouveau gouvernement. écoutez, il faut mettre en place il faut renforcer l'économie locale. Aujourd'hui, le problème c'est surtout encore de la pauvreté. On ne peut pas faire problème de la pauvreté intellectuelle. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore passé par l'école. Et donc, le modèle de développement, c'est aussi repenser l'école. Ça, c'est une affaire encore extrêmement importante. Repenser l'école, mais la repenser comment? En la régionalisant ou en prenant un maximum de hauteur sur l'ensemble des territoires? Non, c'est avoir des orientations au niveau de l'État. Voilà ce qu'on veut faire de cette école-là. Et puis après, travailler avec... c'est-à-dire, les problématiques locales doivent être résolues au niveau des régions. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens, ou dire aux femmes dans certaines régions ou dans certaines localités comment vous pensez ce modèle, alors qu'ils souffrent encore de pauvreté. Il faut quand même être un peu logique. Et tout le débat sur les libertés individuelles, est-ce qu'ils en parlent dans les régions plus ou moins retirées? C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins certain, puisque ce n'est pas une priorité de ces gens-là. Déjà parce que le débat sur les libertés individuelles, dans certaines localités, ça reste encore un débat purement masculin, je dirais. Par les avortements ou par les relations sexuelles hors mariage, voilà. c'est plutôt un sujet pour débattu par les hommes. En quelque sorte, et puis il y a encore ce chouma. Sincèrement, ce chouma, ça existe encore. Voilà, il y a toujours cette norme sociale. C'est un problème plutôt urbain que rural. Alors qu'il existe aussi au rural, et d'une manière très forte. L'avortement, les relations sexuelles hors mariage. Bien sûr, les relations de même sexe, etc. Donc il y a encore un travail encore à faire au niveau de ce... Vous êtes confiant dans ce nouvel exécutif, nouveau gouvernement, vous? Confiant, oui, mais sur le long terme. Lui, en tout cas, il est sûr d'être là Enfin, il est sûr. A priori, il sera là jusqu'en 2021. Est-ce que sur un an et 6 mois, c'est demain? C'est-à-dire que ça va être dur d'imprimer un nouveau rythme, une nouvelle vision. Oui, ça demanderait de temps parce qu'en tout cas, tous ces projets-là qui vont permettre de rééquilibrer, de chercher une nouvelle cohérence de toutes ces politiques publiques au niveau du Maroc, ça va prendre du temps. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une question de mandat politique, c'est une question du temps de développement du pays. En tout cas, vous êtes assez confiant. Assez confiant par nature, sur le long terme. Par nature, oui, je garde espoir, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre certainement du temps. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. C'était un plaisir. Tariq Agdim, 30 ans et toutes ses dents. Vous avez tout économiste spécialisé plutôt dans le développement des territoires. Et je sais que vous aspirez à avoir sous vos yeux aussi ces différents territoires progressivement se développer et se doter d'un modèle économique et social aussi territorial, parce que l'État ne pourra pas subvenir à tout, ou alors il faudra faire payer plus d'impôts à ceux qui payent l'impôt et faire payer l'impôt à ceux qui ne payent pas l'impôt. Et donc parce que c'est aussi solidarité, la solidarité nationale, l'impôt, mais c'est la solidarité territoriale aussi. Tout à fait, oui. Donc merci une fois de plus à vous. Je rappelle aussi que vous écrivez régulièrement sur le site Info Analyse. Tout à fait, exactement. Et on est en train de préparer c'est-à-dire des ateliers de réflexion dans le cadre du groupe de réflexion sur repenser le nouveau modèle de développement du Maroc dans le cadre du club de pensée Logos. C'est tout un travail qui va se faire. C'est un club de jeunes. De jeunes, de moins jeunes, de plus jeunes. Universitaires tous, plus ou moins, ou pas du tout? Il n'y a pas que des universitaires, il y a des jeunes chercheurs, il y a aussi un peu de vieux, c'est-à-dire on a besoin quand même... Un peu de vieux, c'est-à-dire un peu de personnes âgées, parce que je me suis senti visé quand vous dites ça. Non, absolument pas. Je suis toujours jeune. Voilà. D'accord. Club Logos, donc, qui regroupe différentes générations. Tout à fait, différentes couleurs. Différentes écoles de pensée aussi, pour penser aussi, apporter sa pierre à l'édifice et sa contribution à ce nouveau modèle de développement. C'est notre, obligation aussi. D'autant plus que de toute façon, on y arrivera tous ensemble. Tout à fait. Ou pas. Donc, parce que c'est l'affaire de tous. Oui, mais voilà. Ça aussi, c'est peut-être le mindset. C'est ce qui doit être aussi intégré dans le mindset. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous et puis belle journée. Merci, à vous également. Merci également.